Bienvenue à Chronique en Rose. Ici, nous célébrons la force, la résilience et le courage des femmes. Chaque épisode est un voyage dans l'univers de la santé féminine. Un hommage à toutes celles qui font face aux défis, au silence et aux tabous, avec grâce et puissance. Nous parlerons de tout, des petites victoires aux grandes batailles, en passant par les vérités que l'on cache trop souvent derrière un sourire. Que vous soyez ici pour vous informer, vous inspirer ou simplement trouver un espace où vous sentir comprise, Chronique en Rose est là pour vous. Ensemble, nous explorons ce que signifie être une femme, aujourd'hui et chaque jour, avec authenticité, détermination et une touche de douceur. Accrochez-vous, ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre vie. Bonjour et bienvenue à toutes dans Chronique en Rose. Aujourd'hui, je reçois une femme qui va nous parler de son histoire, qui va nous parler de son parcours. Je l'ai rencontrée sur Instagram et j'ai trouvé que son histoire et sa personne, son rayonnement, devait être entendu parce que je trouve qu'elle a un parcours très inspirant et c'est une femme vraiment très rayonnante et donc j'avais très envie de pouvoir l'inviter. Donc je vous présente Margot. Bienvenue Margot. Merci beaucoup. Merci de me recevoir. Merci à toi d'être là et de partager ce temps avec nous et de pouvoir partager également ton histoire. Je commence toujours mes interviews par une petite question. Et cette question, c'est qui es-tu, Margot? Alors, Margot, du coup, 36 ans. Je vis sur Cannes. Je suis responsable boutique d'une épicerie fine. Je suis en couple. J'ai une famille. Alors, je n'ai pas d'enfants, mais j'ai une super famille avec qui je partage de merveilleux moments et je suis très, très proche de ma famille. Et je vais parler aujourd'hui de mon parcours. J'étais dans un parcours PMA solo lorsqu'on m'a diagnostiqué un cancer du sein triple négatif il y a à peu près 2 ans. Ok, et déjà bravo à toi d'être là parmi nous, d'être toujours avoir ce sourire, et les défis que la vie a pu mettre sur ton chemin. Et du coup, est-ce que tu pourrais un peu nous parler du moment où tu as été diagnostiquée? Justement, quelle a été ta réaction initiale? Comment tu as trouvé après la force de faire face à ce diagnostic? Ça s'est passé en 2 temps. Il y a le moment où mon amoureux m'a dit, donc c'était le 13 novembre 2022, où il m'a dit écoute, tu as une boule juste ici. Et ça a été, je me souviendrai toujours de ce moment parce que lui, sa maman avait un cancer du sein à ce moment-là. Et il y a eu un regard très particulier entre nous. J'ai vu la peur dans son regard. Et moi, je me suis dit, bon, ici, là, c'est pas vraiment le sein. Bon, voilà. Je n'avais pas senti. Il me dit, si, touche et tout. Donc, je touche. Je sens la boule et je me dis, bon, je vais appeler la gynéco. On ne sait jamais. Et puis, j'appelle la gynéco le lendemain. Je lui explique la chose. Elle me dit, écoutez, vous êtes jeune. Je ne suis pas spécialement inquiète. Mais écoutez, vous pouvez demander. Je vais vous faire une échographie, une prescription pour une échographie. Vous direz au moment de la prise de rendez-vous que c'est douloureux. Comme ça, on vous prendra plus vite en charge parce que généralement, on n'est pas entendu pour tout ça. Donc, dites que c'est douloureux. Comme ça, on vous prend en urgence. Je dis OK. Donc, je prends mon rendez-vous. Et on me fait l'échographie. Le radiologue, qui était vraiment adorable, me dit je ne suis pas du tout inquiet, même en regardant l'échographie, il me dit je ne suis pas du tout inquiet. Il me dit vous avez des cancers du sein dans votre famille? Je lui dis ma grand-mère paternelle a eu un cancer du sein quand elle avait une 50aine d'années, mais on m'a toujours dit que vu que c'était du côté paternel, je n'avais pas de souci à me faire. Il me dit oui, je suis plus ou moins d'accord, c'est vrai. Bon, vous savez quoi? Juste à cause de ce que vous venez de me dire, on va faire une biopsie. On enchaîne directement avec la biopsie, comme ça, on est tranquille. Mais je ne suis pas inquiet. Une semaine d'attente, une semaine qui passe quand même relativement lentement, parce que pendant une semaine, potentiellement, la seule chose qui nous vient en tête, on a beau essayer de dédramatiser ou de relativiser ou de
d'être positif, etc., la première chose à laquelle tu penses quand tu sens une boule sur ton corps, c'est tumeur, c'est cancer, c'est... Et bref, au bout d'une semaine, j'arrive pour les résultats parce qu'ils ne les donnent pas par téléphone, hein, ils les donnent de visu. J'arrive pour les résultats, je suis dans la salle d'attente et j'ai une intuition très bizarre, très très bizarre. Je sais pas, il est à peu près 10h du matin et j'ai l'impression, cette intuition très très forte, que je suis en train de vivre mes derniers instants d'insouciance. C'est ça le mot. J'allais dire innocence, mais c'est pas vraiment ça, c'est insouciance. J'avais l'impression que mon monde allait basculer d'ici quelques secondes. Je rentre dans le bureau du radiologue. Il me dit bon, bah, c'est un petit cancer, de but en blanc. J'étais même pas encore assise au bureau. Et là, c'est un peu comme dans les films. T'as tout le son, tu t'entends plus, tout semble éloigné, tu as la vision qui se trouble et tout. Je commence à pleurer et j'essaye de comprendre tout ce qu'il me dit, mais c'est vrai que c'est difficile parce que c'est un choc énorme. Et il me dit que on doit attendre encore quelques temps d'avoir des données supplémentaires pour savoir quel type de cancer du sein c'est, parce qu'il y a plusieurs types. Il me dit, je peux d'ores et déjà vous dire que c'est agressif et qu'il faut très très vite agir. Donc je vais vous rediriger vers personnel compétent. La première personne que j'ai appelée, c'est ma belle-mère, justement, la mère de mon chéri, parce que j'avais peur de l'annoncer à mon chéri et à ma maman. Je savais que ça allait dévaster leur monde. Donc, et elle a pris, en fait, directement, elle m'a dit, envoie-moi tes résultats, je vais contacter mes médecins et puis on va prendre soin de toi et on va faire en sorte que tout se passe pour le mieux. D'accord. Je ressens beaucoup d'émotions à travers ta voix. Ouais. C'est difficile pour moi également parce que je comprends totalement ce que tu as pu vivre. Pas le même cancer, mais mes mamans ont pareil des cancers et c'est vrai que c'est jamais facile quand on te l'annonce. On te dit ok, j'ai un cancer, il est agressif, mais tout va bien se passer. C'est pas des mots rassurants, ça va pas dans la même phrase. Quelles ont été pour toi les étapes les plus difficiles pendant ton traitement et comment as-tu surmonté ces obstacles physiquement? Puisque les traitements peuvent être très durs, très lourds, et aussi mentalement, puisque ça peut être également très déstabilisant de vivre tout ça, et encore quand on est encore jeune. Ouais. Déjà, il a fallu digérer la nouvelle. Ça, dans un premier temps. Et c'est étrange, mais je crois qu'au bout de 2 jours, j'avais déjà plus ou moins digéré. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment digéré ou si c'est juste que tu passes dans un espèce de mode automatique où il y a ton instinct de survie qui prend le dessus et que tu sais que de toute façon, là, il faut aller au charbon et de toute façon, il va falloir se battre. Ça va être compliqué. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas... Enfin, tu es obligé de lâcher prise. Tu sais qu'il va se passer des choses voilà, tu sais que ça va être compliqué. Donc, je ne sais pas, on se met dans un espèce de mood particulier, un peu... allez, j'y vais et voilà, et on verra ce qui se passera. Mais en tout cas, je ferai au mieux. Voilà. J'ai eu 1 mois de rendez-vous, d'examen, où ça a été très intense, vraiment très, très sport, et ça ne s'arrêtait jamais. C'était vraiment pour déterminer le protocole à suivre. J'ai fait ma première chimio le lendemain de Noël, en sachant, parce qu'on m'avait expliqué 10 jours auparavant, que j'allais perdre mes cheveux très rapidement. Alors, ça peut paraître rien maintenant avec le recul, mais alors la perte des cheveux, pour moi, ça a été très, très compliqué. Très compliqué, au-delà du fait que j'avais déjà dû arrêter mon parcours PMA, ça faisait
ça faisait des années que je me battais pour être maman. Il a fallu que je lâche mon parcours PMA. J'apprends que j'ai un cancer. Je vais perdre mes cheveux. On se rend compte au fur et à mesure de l'avancée des traitements qu'il n'y a pas que les cheveux. Après, tu perds tes cils, tes sourcils. Mon immunothérapie que j'avais en complément de ma chimiothérapie me provoquait une acné terrible. J'étais sous cortisone, donc j'ai pris du poids. En tout et pour tout, en 1 an et demi, j'ai pris 10-12 kilos. Il y a une transformation physique qui opère et qui, en tant que femme, on a déjà beaucoup de pression en tant que femme sur le physique. Et là, tu te vois vraiment te dégrader. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose de compliqué à gérer. L'estime de soi diminue en même temps que ton image physique se dégrade. Et après, au-delà de ça, tu peux ressentir vraiment une très grande solitude. Alors, c'est bizarre parce qu'on est vraiment très, très entouré. On est, attention, pas que, hein, il y a beaucoup de personnes qui s'éloignent aussi pendant le cancer, donc c'est une sacrée claque. Mais tu reçois quand même beaucoup d'amour de la part des personnes qui sont là et qui décident de rester et de t'accompagner dans cette épreuve. Mais tu as des moments où effectivement tu te sens très seule parce que tu as peur, tu as peur de mourir, quoi, tout simplement. Et je sais que il y a un moment où j'ai failli y rester et ouais, c'est un grand moment de solitude et tu sais pas comment avancer après ça. Je, je vois, j'empathie, je comprends ce que tu peux dire même si je ne l'ai pas vécu, je peux vraiment comprendre que ça doit être quelque chose de terrible, même si, comme tu dis, on est entouré, c'est toi qui le vis, quoi, et pas les personnes autour de toi. Enfin, pas directement, mais plutôt indirectement. Et en tant que malade, je pense qu'on est nombreuses à avoir une espèce de culpabilité vis-à-vis de notre entourage parce qu'ils sont tristes, ils sont dans l'impuissance, dans un stress permanent. Et en tant que malade, on a ce sentiment que c'est de notre faute, alors que, bon, on sait que c'est pas de notre faute, mais on est malade. Et on a l'impression, en plus, de rendre notre entourage, les gens qu'on aime, ouais, terriblement malheureux, quoi. Et c'est difficile à gérer. On essaye. Moi, je sais que pour ma part, j'ai essayé parfois de les protéger au maximum pour pas qu'ils soient encore plus en souffrance ou en inquiétude. Et... Ouais, c'est délicat à gérer. Je peux comprendre. Je peux comprendre de cette partie quand on est dans aidant. Moi, je le vois pour ma maman. Donc, par contre, c'était moi qui étais en porte-parole avec les médecins, justement, pour essayer de protéger ma maman qui avait une autre maladie. Et quand on est aidant, on aimerait justement être protégé. Et en même temps, on aimerait pouvoir aider. Et on est un peu, voilà, on est dans cette balance de je veux savoir, mais en même temps, j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que je l'aime, j'ai pas envie parce que je veux pouvoir l'aider, mais je peux pas parce que tout simplement, je peux rien faire, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, je peux comprendre qu'il y a des personnes qui partent, même si c'est dire terrible et que on pourrait le prendre comme, excusez-moi du terme, mais dégueulasse et qu'on pourrait insulter après les personnes. Mais en même temps, je les comprends, ces personnes-là qui n'ont pas envie, tout simplement parce que potentiellement c'est trop lourd pour eux, c'est trop douloureux. Et même si la personne qui est malade, c'est encore plus douloureux pour elle, ils font un acte égoïste et totalement tourné vers eux, mais simplement pour se protéger. Oui, c'est comme ça que j'ai fini par voir les choses parce que quand tu as des personnes vraiment proches de toi qui disparaissent du jour au lendemain sous prétexte que tu es malade, ma première réaction n'est pas oh, il se protège. Non, non, tu es déçu, tu es en colère, tu comprends pas, tu te dis, mais enfin, c'est le pire moment quoi, pour disparaître. Et une fois, maintenant que je suis en rémission, maintenant que j'ai eu le temps de digérer, d'analyser, je peux entendre que oui,
c'est un geste égoïste, que c'est aussi l'instinct de survie. Pour rien au monde, j'aurais aimé être l'aidant de mes proches. Je leur tire mon chapeau. Euh, ça demande une force énorme et je suis admirative aussi de toi du coup. Donc oui, c'est quelque chose que je peux entendre maintenant avec le temps, le fait de se protéger et de partir. Et pour ceux et celles qui seront confrontés à cette situation, en revanche, la communication reste quand même le meilleur moyen de... On peut bien faire les choses, partir et en faisant bien les choses malgré tout. Totalement. Ça, c'est un très bon point que tu viens d'aborder pour toutes les personnes qui potentiellement aujourd'hui écoutent cet épisode et qui se disent que, en effet, elles sont parties et qu'elles n'ont pas fait bien les choses. Dites-vous que savoir dire les choses, expliquer à la personne en face que, OK, c'est elle qui est malade, que, OK, c'est très douloureux pour elle et que vous comprenez, mais que là, actuellement, vous vous sentez pas vous sentez pas du tout légitime, vous n'avez pas les épaules pour pouvoir la suivre et l'emmener avec elle au bout du chemin. C'est OK, enfin, c'est OK. Du moins, la personne, je pense qu'elle sera moins enclin à la colère que du partir du jour au lendemain, plus donner de nouvelles, claquer la porte et puis se dire, allez, ciao, je me barre, ou encore dire des choses qui potentiellement ne sont pas vraies ou qui peuvent encore plus être douloureux que juste le départ sain de cette personne. Exactement. Est-ce qu'il y a eu un moment durant ce parcours où tu as senti un tournant, un moment où tu as senti que tu reprenais le contrôle? Ouais, je pense. Je pense que c'est lorsque j'ai fait ma séance, mon shooting photo Maquille mon crâne. Donc pour expliquer un petit peu le concept, Maquille mon crâne, c'est une association qui s'occupe d'aider les femmes atteintes d'alopécie, donc temporaire ou définitive. Ça permet de les aider à se reconnecter à leur féminité, à se trouver belle le crâne nu. Donc là, on parle d'un maquillage qui prend un maquillage de crâne, du visage. Ça peut descendre sur les épaules également, etc. Et tu fais un très beau shooting et ça te permet de te retrouver belle. Et ça a été un moment très, très intense. Moi, j'avais fini mes chimiothérapies. J'avais été opérée un mois avant et j'allais entamer mes rayons. Donc, j'avais mon petit crâne Enfin, mes cheveux commençaient à peine à repousser. Et du coup, j'ai re-rasé pour faire mon shooting. Ce moment-là, c'est se trouver belle, pouvoir se retrouver belle à nouveau et te dire que voilà, que y a une part de toi qui est toujours là, mais qu'en même temps, tu te découvres une nouvelle partie de toi. C'est très difficile à expliquer, mais c'est vraiment le moment où j'ai senti que je me reconnectais, que je reprenais des forces, voilà, il s'est passé quelque chose ce jour-là. Donc vraiment, pour le coup, j'incite toutes les femmes qui traversent cette épreuve à passer par une séance Maquille mon crâne parce que ça a été un rebooster. Enfin, c'est le moment où j'ai repris confiance en moi, où je me suis sentie valorisée. J'ai découvert une nouvelle partie de moi. J'avais jamais fait de shooting photo. Ça a été vraiment un très très bon moment. Et là, j'étais nue, enfin le crâne nu avec un beau lapsus. J'étais nue. À nu, vraiment, et le crâne nu, et j'avais ce beau maquillage et ces belles paillettes, etc. Et ouais, ça a été vraiment un moment incroyable. Je veux bien te croire. Je veux bien te croire. Les associations qui se créent dans le but de pouvoir aider les femmes justement à se revaloriser, à recommencer à aimer leur image d'elles, parce que comme tu disais tout à l'heure, perdre ses cheveux,
Ces sourcils, ces cils, c'est quand même toute une marque de féminité, hein. Faut Ouais. pas passer à côté. Et quand tu perds tout ça, tu dois être tellement dévastée. Enfin, je sais que moi, personnellement, ça serait tellement horrible. Je crois que j'aurais plus de mal à accepter la perte de cheveux que le cancer en lui-même. C'est exactement ce qui s'est passé dans mon cas, hein. C'est vraiment ça. Le moment où j'ai le plus pleuré, c'est au moment où on m'a dit: «Vous allez perdre vos cheveux. Vous pouvez pas y échapper, vous allez perdre vos cheveux». Et je me suis dit: «Mais Margot, tu ne peux pas être, sérieuse, quoi. C'est pas possible, tu ne peux pas perdre à ce tu ne peux pas pleurer à ce point-là pour tes cheveux et moins pleurer alors que tu as un cancer qui peut potentiellement te retirer la vie». Si, si, ouais. Et d'ailleurs la perte de cheveux a été très traumatisante et d'ailleurs j'ai ça en une semaine, hein, ça s'est fait. J'ai commencé à perdre mes cheveux, de plus en plus et c'était vraiment tellement traumatisant de voir des poignées de cheveux dans tes mains. Je me suis dit: «OK, allez, je rase, je reprends le contrôle». Ça aussi, ça a été un très grand moment. Le fait de me raser moi-même le crâne et de dire: «Allez, je mets fin à ce traumatisme qui est en train de s'installer, et je prends le contrôle de tout ce qui est en train de se passer». Se raser le crâne, ça aussi, ça a été un très grand moment. Je veux bien te croire. Et toutes les femmes qui passent par cette étape-là, je vous tire vraiment mon chapeau parce que c'est juste un acte de courage énorme que vous faites, de le faire et en plus de le faire vous-même. Et ça, je pense qu'il faut aussi le spécifier, c'est que les personnes qui le font soi-même, vous faites preuve mais d'un courage. Alors, je pense que ça doit être long parce que vous ne devez pas le faire en quelques minutes, vous devez le faire Non, tellement de c'est temps. très long. Déjà, avant de prendre la tondeuse, de la mettre sur votre tête, C'est la main comme ça, quoi, quand je pense que ça doit être quand même, et je pense que même pendant, vous devez aussi faire des pauses parce que ça doit être vraiment, c'est un acte vraiment, on va dire, symbolique, mais en même temps tellement fort que je vous tire vraiment mon chapeau. Vous avez tout mon respect pour toutes les personnes qui le font parce que je sais que voilà, je pense que je réagirais comme toi. Je pleurais, je pense, plus pour mes cheveux que pour le reste. Vraiment, j'ai une relation avec mes cheveux vraiment très spéciale et très difficile pour moi. Donc, bravo à toutes, vraiment, pour ce que vous faites et pour la force que vous avez de vous battre et de faire ces choses-là. C'est juste très inspirant. Très, très inspirant. Qu'est-ce qui t'a justement le plus inspiré durant ce combat? Est-ce qu'il y a des personnes, des expériences ou des pensées qui t'ont porté durant Euh, l'expérience? Alors déjà, comme je le disais, il y avait ma belle-mère qui était malade. Donc, elle était malade depuis octobre 2021. Donc, elle était à un petit peu plus d'1 an de cancer. Donc, ils se sont chevauchés. Et donc, c'est vrai que ça m'a permis de... Elle a été un modèle pour moi. Alors, attention, on n'avait pas le même type de cancer du sein, pas le même âge, pas la même situation familiale. Enfin, moi, je n'ai pas d'enfant. Mais de la voir devant moi, d'avoir tous ses conseils, ça m'a énormément aidée, inspirée. Après, j'avoue que j'ai beaucoup cherché sur les réseaux sociaux. Euh, donc, je suis tombée notamment sur Fanny, qui est une des personnes qui a créé l'association Maximum Crâne. Fanny a fait partie des personnes qui m'ont inspirée. Je suis tombée aussi sur le profil Insta de Victorine. Pareil, une femme très inspirante. J'ai lu son bouquin d'ailleurs. C'est un très très beau parcours. Après, en fait, je crois que je me suis beaucoup dit aussi qu'il fallait que... Enfin, chacune a son parcours et c'est OK de ne pas vivre les choses de la même manière. Admettons, s'il y en a une qui peine un peu plus à un moment donné de son parcours, alors que l'autre l'a bien vécu. Enfin, on vit toutes et tous les choses de manière différente et c'est OK, il n'y a pas de pression à avoir, etc. J'ai pris les choses vraiment une par une, sans me mettre trop de pression et en me disant, OK,
t'as un cancer, maintenant tu dois penser à toi, à ce qui te fait envie, à est-ce que c'est des questions toutes bêtes, toutes simples auxquelles je n'étais pas forcément capable de répondre avant, mais est-ce que tu as vraiment envie de ça? Mmh. Est-ce que tu te fais passer en priorité? Et c'est le moment où tu découvres un peu toi-même. Et en fait, j'ai eu l'impression, alors je veux pas que ça soit mal interprété ce que je vais dire, mais tu deviens ta propre source d'inspiration. C'est bizarre ce que je dis, mais ça, vu que c'est vraiment pendant le cancer, moi je sais que je me suis découverte. Bah même si oui, tu as des influences extérieures entre guillemets et des inspirations extérieures et des personnes devant qui tu es waouh. Je pense aussi à Julie qui a créé les Frangines. C'est pareil, quoi. Mais, et toutes les femmes que j'ai rencontrées aussi à l'hôpital, etc. Mais c'est vrai que je pense que c'est bien aussi d'être fière de soi, de la manière dont on gère les choses et de dire c'est quoi, je me trouve inspirante aussi des fois. Voilà. Et t'as raison totalement. Et ça sera pas mal interprété, tout simplement parce que j'aime dire, et de plus en plus maintenant, que on est la personne la plus importante de notre vie. Donc, que tu aies repris ce pouvoir sur toi et te dire, OK, qu'est-ce qui me fait plaisir? De quoi j'ai envie? Est-ce que j'ai envie de dormir? Est-ce que j'ai envie de manger italien? Est-ce que j'ai envie d'aller me promener? Et de dire non aux personnes qui te disent, OK, est-ce que tu as envie de venir ce soir à la fête? OK, je me sens un peu fatiguée. J'ai pas vraiment envie. Je suis désolée, c'est pas contre toi. On le refera une prochaine fois, mais là, j'ai envie de me reposer moi toute seule un petit peu. Et je trouve que ça, c'est une très bonne chose. Et je te félicite vraiment parce que, en fait, être sa propre source d'inspiration, je pense que déjà, c'est une force pour de se dire, je suis fière de moi. Pas que quelqu'un te le dise, mais que tu te le dises à toi-même et surtout d'y croire. Et ça, je pense que c'est très important. Autant quand on a une maladie que quand on n'en a pas, c'est vraiment essentiel pour avancer et puis pour passer les obstacles que la vie nous emmène, qu'ils soient petits, moyens, grands. Ça nous permet d'avancer, quoi. Ah oui, 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 clairement. Chaque femme devrait pouvoir se dire qu'elle est fière d'elle et ça devrait être son moteur pour avancer tous les jours et quand tu es confrontée aux difficultés, justement, te dire, mais tu sais quoi, peu importe la manière dont je les affronte, peu importe comment je gère, je suis là et je fais au mieux et c'est suffisant et je dois être fière de moi. Je suis presque, je dis bien triste que ce soit, que pour moi, il y a eu ce déclic au moment de la maladie. Mais ouais, je trouve que on devrait pouvoir tout ressentir ça. Enfin, c'est tellement, je sais pas, c'est avoir de la fierté. Non, c'est gratifiant et c'est quelque chose que tu t'insuffles à toi-même en plus. Donc, Totalement. Je suis totalement d'accord avec toi. Merci beaucoup déjà pour ce partage. Euh, Comment as-tu trouvé l'équilibre entre la douleur, la peur et l'espoir? très bonne question. La peur, je crois qu'à un moment donné, en fait, tu finis par accepter que là, tu as le contrôle de rien. Que la seule chose que tu peux gérer, c'est ton état d'esprit, ton mental au quotidien, etc. Je pense que c'est de la résilience, en fait. C'est que du coup, bon, tu fais avec. Et donc, il y a la peur est présente, l'espoir est présent, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait, la peur, tu la mets presque dans une petite boîte que tu fermes à clé et que tu enterres quelque part et que voilà. De toute façon, moi je sais que dans mon propre cas, j'étais incapable de me projeter dans les semaines, mois à venir. Je faisais vraiment un jour à la fois. Donc oui, au fond de toi, tu as espoir que tu vas passer, que tu vas guérir, que tu seras en rémission et puis après guérir. Mais c'est difficile de se projeter en dehors du cancer tant que c'est dedans. Mm.
Donc c'était je savais que j'avais peur, je savais que j'avais de l'espoir, mais je crois que c'est vraiment encore une fois de l'instinct de survie. Il y a un dosage qui se fait sans que tu contrôles, sans que tu fasses quoi que ce soit, et juste tu vis. En fait. Tu te libères tu essayes de te libérer au maximum de tout ce qui peut te prendre de l'énergie et te parasiter le cerveau. Je me souviens, j'ai une copine qui m'a dit, rappelle-toi, donc je parle de ça il y a un peu plus d'1 an, elle me dit, rappelle-toi, la peur n'existe pas. La peur est sur quelque chose qui n'existe pas encore. À partir du moment où tu intègres que tu as peur de quelque chose qui n'est pas là ou qui n'existe pas ou que tu n'es pas en train de vivre actuellement, tu verras, t'arriveras à te soulager, entre guillemets, et à t'apaiser. Et c'est très vrai. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup de l'avoir dit parce que tu as totalement raison. La peur, c'est un peu notre imaginaire qui joue. Et c'est pas forcément. C'est comme j'aime beaucoup cet exemple de tu marches dans une rue sombre, très peu éclairée, et tout de suite en fait y a rien, il y a personne. Mais tu vas avoir l'impression que quelqu'un te suit, tu vas avoir l'impression d'entendre s'accélérer. Donc plus tu vas accélérer, plus ton souffle va s'accélérer, plus tu vas commencer à te faire alors qu'en fait à la base bah, il y a rien. Donc merci beaucoup de l'avoir mentionné, Margot. Plaisir. Et du coup, à travers tout ce que tu as pu vivre, quelles leçons précieuses as-tu tirées de toi-même et de la vie? Maintenant que je suis en rémission, j'ai l'impression que il n'y a pas grand-chose de plus compliqué à traverser que ce que j'ai traversé. Donc, j'ai l'impression que peu importe ce par quoi je passerai dans ma vie à l'avenir, etc., tout est surmontable et t'apprends très très vite à dédramatiser tout. C'est l'avantage dans le cancer, c'est dans la maladie, quand tu peux perdre la vie, tu te rends compte que bah, le plus important justement c'est d'être en bonne santé et le reste est presque secondaire. Donc ouais, ça m'a vraiment appris à prendre du recul, à profiter des instants, justement des instants bah, en famille, et à me concentrer sur les bons moments comme ça et qui sont vraiment importants et ne plus me prendre la tête pour des futilités et pour du superficiel, on va dire. Ça te recentre énormément sur ce qui est important et sur toi-même en plus de ça. Donc, t'en finis par être reconnaissante à la maladie d'avoir ouvert les yeux à ce point-là sur la préciosité de la vie et de tout ce qu'elle a à offrir. Bah, bravo. Bravo à toi déjà d'avoir ce discours parce que c'est tellement important de ne pas lutter contre ce qui nous arrive ou ce qui a pu nous arriver et d'en tirer des leçons. Donc, bravo à toi de voir autant de positivité dans ton expérience. Et du coup, comment cette expérience, elle a transformé tes relations avec les autres, que ce soit ta famille, tes amis, même tes collègues, puisque toi qui es responsable d'une épicerie fine, comment que tout ça, ça a pu transformer ces relations? Disons que maintenant, je me focalise essentiellement sur les relations saines, de manière générale. Je me rends compte qu'on peut être amené à rencontrer des personnes qui sont toxiques. Et justement, le fait d'avoir traversé cette épreuve, les personnes, justement, les personnes toxiques, tu n'as plus envie qu'elles fassent partie de ta vie, quoi. Voilà. Tu n'as plus forcément envie de prendre sur toi. Et donc, en fait, ça rend mes relations beaucoup plus apaisées avec les gens parce que bah, un tri se fait. Et puis tu es finalement après entouré que de bonnes personnes. Donc,
que ça soit sur le plan donc amical, familial, au travail. Je ne me force plus dans des rapports, relations qui ne me conviennent pas. J'ai appris à m'écouter, à me préserver et je bénéficie, enfin je privilégie plutôt tout ce qui est positif et good vibe en fait. Donc ça, ouais, ça change mon rapport, ça a changé mon rapport à l'autre, mais c'est un rapport que j'aurais déjà dû avoir avant, on va dire. Oui, c'est sûr. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Exactement. Et du coup, quel rôle, excuse-moi, quel rôle le soutien de ton entourage a-t-il joué dans ton parcours de rémission et de résilience? Ah. C'est une bonne question. J'ai reçu beaucoup, beaucoup de soutien de leur part. C'était très difficile pour moi de m'appuyer sur eux. Parce que j'ai toujours eu cette personnalité de je me gère toute seule, je suis indépendante, je n'ai besoin de personne, etc. Et c'était très difficile pour moi de me dire, OK, il va falloir que je m'appuie sur eux pour m'aider après mes chimios, pour faire mes courses, pour les difficultés financières qu'engendre ben, un cancer, hein, parce que tu es en arrêt maladie, tu touches 50% de ton salaire avant que les aides se mettent en place, il se passe du temps. Donc, accepter de l'aide financière de leur part, etc. Enfin, ça a été difficile déjà pour moi dans un premier temps d'accepter leur aide, parce que ce n'était pas dans mon habitude. Et en fait, ouais, je me rends compte qu'ils m'ont portée quand je commençais à peiner, à ne plus avoir la force. Ils ont été là dans les bons et les mauvais moments de cette maladie. Et je ne sais pas si j'aurais eu la même force sans eux. Mm. Parce qu'ils ont un peu tous pris le relais. Il y a eu cette séance, par exemple, Machinocrane, qui m'a été offerte par mes amis et ma famille. Ils ont été pleins de petites attentions et ce sont des petites choses qui vont agrémenter ton quotidien, qui vont te donner le sourire, qui vont te donner la force de continuer à te battre et de te dire que tu as des raisons de te battre en dehors de ta propre vie. Tu as voilà, la vie qui a encore de bons moments à t'offrir avec ces personnes-là. Et ouais. Et c'est aussi grâce à eux que je suis là encore aujourd'hui. Très beau message que tu viens de nous décrire. Et pour toutes les personnes qui sont les proches de Marco et qui écouteront, et ben, réécoutez cette partie-là. Je pense que ça vous mettra les larmes aux yeux et que vous ressentirez beaucoup de joie de ces belles paroles. J'aimerais faire un petit point un peu, on va dire, médical. Donc, tu nous as dit que tu avais un cancer triple négatif. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer ce que ça veut dire exactement, avoir un cancer triple négatif? Alors, un triple négatif, en fait, il y a plusieurs sortes. Il y a les hormonodépendants, donc ça peut être dépendant à l'œstrogène, à la progestérone. Et donc, ce sont les hormones, justement, qui vont provoquer cette maladie, enfin, qui vont provoquer la maladie. Et dans mon cas, en fait, on ne sait pas ce qui a provoqué la maladie, ce qui a déclenché ce cancer. Alors, bien qu'aujourd'hui, il y a de super bons traitements pour les cas justement de cancer triple négatif. Donc, dans mon cas, chimio couplé à de l'immunothérapie, pardon. Bon, par manque de chance, mon corps n'a pas bien supporté l'immunothérapie et m'a rendu malade, donc je n'ai pas pu aller au bout de mon traitement, mais
Il y a de très bons traitements, mais étant donné qu'on ne connaît pas vraiment la cause, les taux de récidive sont forcément plus importants et les 2 premières années de rémission sont très importantes. Enfin, voilà. Étant donné qu'on ne sait pas d'où vient la cause, il rend plus difficile à gérer, plus dangereux, entre guillemets. Alors attention, je ne minimise aucun cancer, ils sont tous difficiles, tous dangereux, mais les stats sont moins sympas pour les triples négatifs, on va dire. Ok, je vois un petit peu mieux du coup ce que ça veut dire. Et du coup, tu as subi une opération. Donc, évidemment, je pense que dans la plupart des cancers, on subit des opérations. Est-ce que tu as fait que un seul sein? Tu as fait les deux? Comment que ça s'est passé pour toi? Et déjà, avant toute chose, comment as-tu aussi géré cette étape aussi d'aller se faire opérer la poitrine, quoi? Alors, dès le début, j'ai dit à mon chirurgien, faites-moi sauter les 2 seins. Je ne veux prendre aucun risque. Je m'en fiche, ce ne sont que des seins. Je me disais, tu sais quoi, au pire, tu auras une paire de faux seins et ça ira très bien. En fait, je pense que j'étais tellement dans cette démarche de me dire, enlevez-moi ce qui est en train de ronger mon corps et en même temps, bah, on fait les deux dans le cas où, enfin, je sais pas, pour éviter justement diminuer les risques de récidive, etc. Et malheureusement, mon chirurgien m'a dit non. Il m'a dit vous n'aurez que une tumorectomie. Donc moi, j'avais une tumeur maligne et une tumeur bénigne dans le même sein. Donc il y aurait une double tumorectomie et qu'il n'y aurait pas d'ablation avec reconstruction et que non. C'est que lui, il était pour la conservation de la poitrine à partir du moment où voilà, on sait que la double tumorectomie s'est bien passée. Et il m'a dit que de toute façon, si jamais, parce que moi je lui disais oui, j'ai peur que s'il y a une récidive et tout, il m'a dit non, mais de toute façon, quand il y a des récidives dans le triple négatif, ça ne va pas sur le sein. Donc, on a été sur de la conservation. Donc, j'ai toujours ma poitrine, mais effectivement, il y a une différence de taille qui est beaucoup plus importante parce qu'il y a de l'œdème qui reste en permanence. Je suis suivie par une kiné depuis plus d'1 an, 1 à 2 fois par semaine. Parce qu'en plus, on m'a retiré la chaîne ganglionnaire parce que j'avais je trouve plus mes mots. Ça c'est un effet de la chimiothérapie à long terme. On perd ses mots. Des nodules? J'avais les ganglions qui étaient atteints, enfin, en fait. D'accord. Donc oui, à part avoir une différence de taille, des douleurs, maintenant il faut drainer pour éviter un syndrome du gros bras, etc. Moi, je n'ai pas ce problème de, entre guillemets, j'ai eu une ablation et de, voilà. Après, j'étais pour, hein. J'étais pour. Mais ça ne s'est pas fait. Bon, disons que c'est plutôt un mal pour un bien. On peut se dire que malgré tout, ça reste aussi important pour une femme d'avoir sa vraie poitrine. Et puis, tu as fait quand même une preuve d'une force incroyable en disant ok, je veux que vous m'enleviez tout, quoi. Même si je pense que c'est une réaction légitime suite à se dire ok, ça peut revenir. Je veux pas que ça revienne, enlevez-moi ce qui potentiellement peut revenir. Mais c'est vrai que tu as fait quand même preuve d'une force incroyable de le demander et de dire ok, moi je veux qu'on me l'enlève en fait. Je veux qu'on m'enlève ma poitrine. Je me disais non, ce qui est en train de se passer, c'est trop dur, je peux plus, alors même si tu te rends compte que tu peux à peu près tout endurer une fois que tu as vécu un cancer, pour autant un deuxième,
on se rend pas très bien, quoi. Hein du coup, ça serait difficile de repasser par là. Donc vraiment, je voulais mettre toutes les chances de mon côté. Et j'en ai pleuré qui me disent non. Hein, vraiment, j'en ai pleuré qui me disent non parce que je me suis dit, oh là là, on sait jamais et tout. Et ouais, non, bon, écoute, on verra. On verra. De toute façon, on peut rien dire d'autre qu'on verra. Exactement. Qu'aimerais-tu dire aux femmes qui traversent actuellement un diagnostic ou un traitement de cancer du sein? J'aimerais dire que oui, c'est difficile, ça fait peur, qu'on se sent seul, mais que aussi inconcevable que ça puisse paraître à l'instant T pour elles, elles vont se découvrir une force, mais énorme, qu'elles n'auraient jamais soupçonnée, qu'elles ont toutes les capacités et les ressources en elles pour affronter ça, et que je peux pas leur dire que tout ira bien, mais qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes s'en sortent et, et se sentent encore plus fortes après ça, et que le monde leur appartient, et que voilà, et que la vie continuera, et qu'il faut s'accrocher, que ça reste quelque chose de temporaire. Oui, c'est long, mais c'est temporaire. Merci. Et du coup, quel conseil tu pourrais donner à celles qui cherchent à reconstruire leur vie après un cancer et qui tentent de retrouver un sentiment de normalité? Un pas à la fois. Je suis en plein dedans. Je suis en plein dedans. C'est très, très compliqué. Ce que je dirais aussi, c'est qu'il ne faut pas négliger l'après-cancer. L'après-cancer, pour certaines, c'est ce qui nous paraît le plus difficile à affronter. Parce que déjà, c'est là où tu réalises un peu tout ce que tu as traversé. Et moi, je parle pour moi, mais du coup, j'ai vraiment le sentiment de devoir faire le deuil de la personne que j'étais avant. J'ai l'impression d'être dans un entre-deux, entre celle que j'étais avant et celle que je suis devenue. Et ce changement, il est difficile à vivre parce que il est difficile à vivre. C'est un entre-deux un peu délicat et qu'il faut prendre le temps. Faut pas se mettre la pression, une chose à la fois. Toujours continuer à s'écouter. C'est pas parce qu'on n'est plus malade que il faut revenir à ses anciennes mauvaises habitudes, de ne plus s'écouter, de ne plus se faire passer en priorité. Le retour au travail, je m'en rends compte parce que voilà, ça fait 2 semaines que je le vis. Le retour au travail, à la vie professionnelle, c'est un bon début de retour à la vie normale. Euh, et... Mais ne pas le faire tant qu'on n'est pas prêt. Vraiment pas. Je suis totalement d'accord avec toi. Ne le faites pas précipitamment en se disant, OK, ça y est, je suis en rémission, tout de suite, faut que je retourne travailler. Prenez le temps de reconnecter à la vie Ouais. générale, puisque après tous les traitements, etc., vous avez été entouré d'une personne médicale. Et du jour au lendemain, il n'y a plus personne, il y a moins de personnes autour de vous, puisque vous n'êtes plus autant à l'hôpital, vous n'êtes plus avec le corps médical, etc. Vous vous retrouvez un peu vous, avec vous. Et c'est à partir, je pense, de ce moment-là qu'il faut savoir, OK, tout va bien. Ça peut être dur de se retrouver un peu seul, entre guillemets. Et OK, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour me faire plaisir et vivre ma vie sans pour autant, comme tu disais, retomber dans cette dynamique de je fais passer les autres avant de me faire passer moi en premier, je ne m'écoute plus. Vous l'avez appris, continuez à l'appliquer même après le cancer et le début de la rémission, c'est important. Exactement. Comment toi tu vois la résilience féminine aujourd'hui? J'ai l'impression qu'on l'a tout en nous, en fait. Vraiment. Qu'il suffit, en fait, d'être confronté à quelque chose qui va faire que tu réalises qu'elle est là en toi, et que voilà. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de typiquement féminin, entre guillemets,
qu'on l'a, que c'est, je peux pas dire inné, mais voilà, qu'on l'a toutes et il faut se faire confiance. Hein, de toute façon, on a cette capacité de prendre du recul, d'analyser et de dire non, je m'en sortirai et ça ira et je ferai ce qu'il faut pour avancer et pour me battre et affronter ce que j'ai à affronter. Je pense vraiment qu'on a tout ça en nous. C'est vrai. Je suis d'accord. Parfois, il faut attendre comme tu dis, cet événement qui va nous le montrer, malheureusement pour certaines personnes, heureusement pour d'autres. Et je pense que la résilience féminine, comme tu dis, on l'a tout en nous. Et des personnes comme toi, Margot, comme Victorine, comme Élodie, que j'ai interviewée également. Vous nous montrez une résilience féminine mais à travers votre histoire, à travers votre parcours, à travers votre force de vous battre, d'avancer chaque jour, un jour après l'autre et de ne pas abandonner, de ne pas lâcher. Et je trouve que vous êtes une inspiration pour toutes les personnes qui peuvent également vivre des événements parfois compliqués, douloureux, mais avoir votre parcours, le suivre, on se dit, OK, nous aussi, on peut trouver cette force en nous et y aller, quoi. Et se battre et continuer d'avancer et remonter la pente et revivre à nouveau et se battre pour nous, quoi. Bah, je sais que ça, enfin moi ça me touche en tout cas d'entendre ça, quoi. Je me dis si en plus bah, ça, ça, ça aide d'autres personnes à avancer de manière positive, etc. Enfin c'est que du plus, quoi. Enfin, et ça me conforte encore plus dans le fait que j'ai bien fait de partager mon parcours au même titre que voilà ce que je disais parmi les personnes qui m'ont inspirée quand j'ai vu le parcours de Victorine, de Fanny. Je parle aussi de Caroline qui a l'association du gang des crânes rasés. Quand tu vois leur manière de gérer, c'est vrai que même moi, ça m'a donné de la force pour. Et si maintenant j'ai cette place-là de personnes qui peut aider à insuffler quelque chose, bah, je suis contente parce que bah, c'est que du plus, quoi. Je suis ravie de pouvoir contribuer à quelque chose de positif, en tout cas. Bah, merci de le faire. Merci de le faire. On va arriver à la fin de cet épisode et j'aimerais savoir si tu aurais un exercice ou une pratique que tu aimerais partager avec nos auditrices qui pourrait les aider à puiser dans leur force intérieure et de pouvoir se battre et de se lever chaque jour et d'avancer chaque jour tout en ayant cette force en elles, d'aller vraiment la chercher et la tirer, quoi. Hmm. Tu demandes ça à une personne qui est déjà de base une grande anxieuse, hypersensible en plus de ça. Donc, moi, je sais que ce qui m'aide dans les moments où je me sens submergée par mes émotions, euh, j'ai besoin de les sortir, d'évacuer. C'est comme quand le vase il est plein à ras-bord, il faut le vider un petit peu. Donc, il faut, euh, il faut trouver quelque chose qui te permette d'évacuer ce trop-plein. Ça peut être aller à la salle de sport, te décharger un petit peu. Ça peut être pleurer sur l'épaule de ton chéri, ta chérie, tes amis, ta famille. Vider ton... Voilà. Et quand tu es toute seule, ben écoute, tu mets un peu de musique. Tu danses toute seule dans ton salon, c'est OK, et tu te lâches et ça fait du bien. Moi, j'aime bien faire ça quand je sens que je vais exploser. Il faut quelque chose qui me permette de... Et puis tu respires. Tu prends de grandes inspirations, t'expires et tu fermes les yeux et tu te dis, bon, allez, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Tout ça, c'est temporaire. Les émotions qu'on vit sont temporaires. Elles ne durent que quelques minutes. Alors, j'ai plus le chiffre exact, mais une émotion qui te traverse, je crois que c'est 5 minutes ou quelque chose comme ça. Ça va passer. Et on a la capacité de tout gérer. On est forte,
tout va bien se passer. Merci. Merci beaucoup pour cette pratique, ces différents exemples que je trouvais important de pouvoir évoquer, puisque parfois, comme tu dis, on se sent submergé et il faut savoir trouver la bonne technique pour soi. Et donc, pour ça, tester des choses. De toute façon, il n'y a que vous qui savez ce qui peut vous faire du bien. Exactement. Je tenais à remercier nos auditrices aujourd'hui qui ont écouté l'expérience, le partage, ce que Margot a pu nous faire ressentir à travers son témoignage et également pour tous les partages que vous allez pouvoir faire de cette interview. Vous allez pouvoir retrouver Margot, je vous mets tous les liens en description avec grand plaisir et je mettrai également le lien de l'association que Margot a parlé par rapport au maquillage de crâne. Ce sera avec grand plaisir que je les mettrai en description. En attendant, je vais laisser Margot dire un dernier mot de la fin et nous, on se retrouve pour un nouvel épisode très bientôt d'un Chronique en Rose. Margot, je te laisse la parole. Merci beaucoup d'avoir écouté mon témoignage. Gardez toujours confiance en vous. Je l'ai beaucoup dit là dernièrement, mais on a toutes en nous ce qu'il faut pour affronter les épreuves de la vie et vous êtes forte et vous y arriverez. Exactement. Merci beaucoup, Margot. À bientôt. Merci, à bientôt.